Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien, aujourd'hui en partenariat avec Contre-Feu. On va commémorer cette année les 50 ans de la loi Veil, celle de 1976, qui est la première loi française de lutte contre le tabagisme. Depuis, la lutte s'est poursuivie, la consommation de tabac en France a bien baissé, sauf qu'il y a des choses qui se répètent. On a de nouveaux problèmes qui se posent autour de la cigarette électronique notamment, qui est de plus en plus consommée et qui est loin d'être un moyen d'arrêter le tabac. On va le voir ensemble. Pour en savoir plus, j'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Marion Catelin, qui est la directrice de Contre-Feu, l'Alliance contre l'industrie du tabac depuis 2019. Ce qu'est Contre-Feu, quelles sont ses actions, contre quoi elle lutte et quel est le rôle de Marion dans tout ça, c'est le sujet du jour. On va pas y aller par quatre chemins. Je vous demande donc d'accueillir, comme il se doit, notre chère Marion. Bonjour Marion. Bonjour Benjamin. Comment ça va ? Ça va très bien, merci de me recevoir. Écoute, avec plaisir, on va faire un petit peu d'histoire pour introduire bien sûr ce sujet et voir un petit peu ce qui ressort de ce sujet autour de la vape. Alors c'est vrai qu'on s'écarte un petit peu de ce que je fais de purement historique d'habitude sur Nota Bene, mais je pense que c'est pourtant intéressant de pouvoir se pencher sur ces différents sujets-là. Alors il y a du monde qui nous suit dans le chat. Vous pouvez bien évidemment poser vos questions et on les remontera à Marion, bien évidemment. Avant quand même de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même te poser la traditionnelle question que je pose à tous ceux qui passent dans cette émission, à savoir comment est-ce que toi t'en es arrivé là aujourd'hui à travailler sur ces problématiques ? En fait, j'ai un parcours pluridisciplinaire, mais très vite je me suis spécialisée dans les sciences politiques et le droit. J'ai commencé à travailler plutôt dans le domaine culturel et puis très vite j'ai voulu me recentrer vers les enjeux qui me plaisaient le plus, à savoir les enjeux d'intérêt général, de lutte pour des causes de justice sociale et environnementale. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai d'abord travaillé plutôt pour le droit des travailleurs dans un gros syndicat français de droit du travail pendant un an. Et à la suite de quoi, j'ai eu l'opportunité de travailler pour cette structure, donc aujourd'hui qui s'appelle Contre-Feu, mais qui à l'époque s'appelait Alliance contre le tabac, depuis 2019. Et donc, vous verrez, on aura l'occasion d'en parler, mais je suis absolument satisfaite dans l'étendue de mes missions vis-à-vis de ces enjeux de lutte pour la justice sociale et autres, à travers le fait de lutter contre l'industrie du tabac. On va revenir un peu plus en détail sur ce qu'est Contre-Feu un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que tu pourrais quand même rapidement nous présenter cette alliance ? Contre-Feu, c'est une ONG et une coalition de 25 associations qui luttent contre le tabac. On a des très grosses associations comme la Ligue contre le cancer, la Fédération française de cardiologie, dont le but n'est pas forcément exclusivement de lutter contre le tabac, puis d'autres associations historiques comme le Comité national contre le tabagisme ou Demain sera non-fumeur qui, à diverses échelles, luttent contre le tabac, notamment sur le plan plus juridique pour celle-ci. Et donc, cette grande coalition d'acteurs, de ces 25 acteurs autour de Contre-Feu, nous positionne, nous, Contre-Feu, comme le porte-voix de l'ensemble des associations en France de lutte contre le tabac et plus précisément de lutte contre l'industrie du tabac. Notre rôle à nous est vraiment très politique. C'est le fait, en fait, de prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain en France et pour faire remonter les besoins et transformer finalement les besoins en loi, en réglementation. Donc, on travaille beaucoup avec les élus, les ministres, les politiques, et puis aussi on sensibilise le grand public à tous nos sujets. Et donc toi, tu occupes le poste de chef, c'est ça ? de chef d'orchestre en quelque sorte en tant que directrice. Donc voilà, mon rôle à moi, c'est de définir les grandes priorités, de piloter les grands projets, de les structurer et puis d'animer aussi une équipe. On est aujourd'hui 12 salariés à Contre-Feu avec des personnes expertes dans leur domaine, en communication, en droit, en plaidoyer, dans le domaine plutôt de l'étude, de la recherche. Et voilà, mon rôle, c'est de faire tenir ensemble tout ça pour qu'on arrive à remplir tous nos objectifs. Et voilà. Alors, on va donc parler de la vape aujourd'hui, qui est un sujet très particulier. Mais avant de parler de la vape, des problèmes que ça peut poser, il faut qu'on parle du tabac.
et des 50 dernières années, puisque ça fait quand même 50 ans qu'il y a une lutte active en France contre le tabac. Alors le tabac, pour replacer ça un peu dans le contexte, nous, sur le vieux continent, on connaît pas ça avant le 15e siècle, puisqu'en fait le tabac, ça vient du Nouveau Monde, pour le coup, et à l'époque déjà, les colons qui débarquent dans le Nouveau Monde commencent à fumer un petit peu et se disent oh là là, dis donc, c'est rigolo parce que on aime ça et on devient un petit peu vite dépendant et on n'arrête plus, voilà. Et donc il y a déjà des signes dès le XVIe siècle dans la littérature de dépendance à la nicotine et au tabac. Donc comment ça se développe en Europe? Alors en fait en Europe, effectivement, tu l'as dit Benjamin, ce sont les colons, les premières conquêtes espagnoles qui ramènent de l'Amérique latine le tabac qui était consommé depuis des millénaires par les Mayas, par les Incas, les Amérindiens depuis 3000 ou 4000 ans. Et donc, ils se rendent compte que cette plante, eh bien, on leur prête quelques vertus médicinales notamment. Et c'est dans ce contexte que le tabac arrive en Espagne et en France plus particulièrement. On a du côté français Jean Nicot, qui était ambassadeur de France au Portugal, à Lisbonne, qui est en lien avec la reine Catherine de Médicis, la reine de France. Et cette reine se plaignait de maux de tête constants. Et donc, Jean Nicot lui dit, écoutez, le tabac peut avoir des vertus intéressantes pour traiter vos migraines. Et c'est comme ça que de la poudre de tabac arrive à la cour. Catherine de Médicis devient très vite accro et trouve que ce produit est formidable. On appelle même le tabac l'herbe à la reine, tant elle est consommée par la reine et puis qu'elle devient populaire, cette herbe, auprès de la cour de France. Et donc, très progressivement, et à travers d'ailleurs toute l'Europe, on observe une consommation des produits du tabac. En France, la cour et puis les gouvernements ensuite successifs voient très vite un intérêt d'avoir un monopole sur la production et la vente des produits du tabac dès le XVIIe siècle avec Louis XIII, puis après Louis XIV, on a ce monopole de vente qui se développe. Et successivement, ensuite, finalement, c'est un monopole qui est gardé par l'État jusque dans le milieu des années 90, et donc avec des évolutions évidemment sur lesquelles on va revenir. Mais l'idée principale, c'était de se dire que finalement, il y avait peut-être un intérêt financier pour l'État à ce qu'il réglemente lui-même la production et la vente des produits du tabac, en se disant que ça allait faire des revenus pour l'État. Sauf qu'en réalité, très vite, on se rend compte que la balance n'est pas très à l'équilibre. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, l'État très vite rapporte des taxes sur les produits du tabac dans les caisses de l'État, mais en réalité, ça coûte bien plus cher à l'État que ça ne lui rapporte, puisque si on regarde juste maintenant aujourd'hui ce que ça produit le tabac, c'est à peu près 14-15 milliards de recettes fiscales chaque année qui rentrent dans les caisses de l'État à travers ces taxes sur le tabac. Mais de l'autre côté, si on regarde ce que ça coûte à l'État, c'est 156 milliards de coûts sociaux que ça nous coûte à tous et toutes d'ailleurs, puisqu'à la fin, ce sont nos impôts qui supportent les frais, les coûts liés au tabac. Et ça représente à peu près 2300 € par an par habitant si on le ramène par tête de Français, ce coût lié au tabagisme. Et donc, voilà, c'est pour la petite histoire, c'est que effectivement, l'État se prend à son propre jeu finalement dans le fait de voir dans le tabac un intérêt commercial, une manne financière et finalement c'est un produit qui nuit à tous et toutes et tout ce que ça touche de près ou de loin. Merci en tout cas pour ce petit topo historique. On rappelle que tu n'es pas historienne, donc merci pour ce petit topo. Alors, ça fait longtemps quand même, du coup, qu'on est conscient du danger que ça représente. Tout à l'heure, je te disais que déjà depuis le XVIe siècle, il y a des traces littéraires qui nous montrent qu'il y avait une addiction chez les gens qui commençaient à tester la cigarette, mais ça fait longtemps qu'on a la littérature scientifique justement qui nous dit attendez, là il y a un vrai enjeu de santé. Ouais, en fait ça s'est fait très lentement, très progressivement, jusque dans les années 50 finalement les enjeux sanitaires liés au tabac
n'était pas très développé, n'était pas tellement reconnu. Les 2 guerres mondiales successives ont permis une explosion de la consommation des produits du tabac, qui était du tabac américain en particulier, qui avait été distribué gratuitement, notamment auprès des Français, nos poilus, pendant la guerre. Et les 2 guerres successives donc, ont permis une consommation presque d'un homme sur 2 dans le monde de produits du tabac. Et ce n'est vraiment que dans les années 50 qu'on a des premières études, notamment britanniques, qui voient le jour et qui pointent du doigt la responsabilité du tabac, de la consommation du tabac dans les cas de cancer du poumon. Entre la Seconde Guerre mondiale et le début des années 50, on a presque un doublement du cancer du poumon en Europe. On commence à quand même trouver ça étrange. À cette époque, pareil, jusque dans les années 50, on se disait que le cancer des lèvres, qui là aussi se développait beaucoup, était plutôt lié à la chaleur. Sauf que en réalité, voilà, on a certains scientifiques qui se pensent sérieusement sur le sujet dans les années 50 et qui montrent que voilà, le tabac serait responsable du cancer du poumon. Mais là, il y a une lutte intense et féroce qui se fait entre la communauté scientifique et les représentants des industriels du tabac, qui visent à semer le doute, ces industriels du tabac, à produire des contre-études montrant qu'il n'y avait aucun danger dans le fait de consommer des produits du tabac, alors même que les doutes sont de plus en plus forts dans les années 50 liés à la toxicité du tabac et à son implication dans le développement de cancer. L'industrie du tabac, elle redouble notamment de campagnes de communication pour dire que le tabac peut être même bon pour la santé. Vous avez des vieilles campagnes de pub qui montrent même un médecin en train de vanter les mérites de la cigarette sur la concentration, la santé de manière générale. On vantait même les mérites du tabac pour les femmes et les femmes enceintes, notamment en disant que c'était formidable d'être une femme fumeuse enceinte, parce que du coup vous allez accoucher de plus petits, des bébés de plus petit poids, et donc c'est plus facile pour accoucher. Ce sont des vraies campagnes de communication qui ont été menées. Ça semble très surprenant aujourd'hui, mais tout de même les scientifiques ont le dernier mot. On a déjà dès le début des années, dans les années, fin des années 50, début 60, l'OMS qui alerte, qui parle de toxicomanie et qui reconnaît la dangerosité finalement de la consommation des produits du tabac. Et puis on a un rapport très important en 1964 du Surgeon General. Finalement, c'est le médecin de santé publique, la plus haute instance de santé publique américaine, qui déclare que fumer tue. Et à partir de là, tout va s'enchaîner, notamment dans l'environnement occidental et en Europe en particulier, avec le développement des premières lois de lutte contre le tabac, qui vont viser non pas seulement à protéger les fumeurs d'eux-mêmes et de leur consommation des produits du tabac, mais à vraiment développer plein de séries de mesures qui vont débanaliser, dénormaliser la consommation des produits du tabac, protéger aussi les personnes les plus vulnérables, les enfants, etc., à travers la mise en œuvre d'espaces sans tabac, en premier lieu dans les trains, les avions, et puis très progressivement, comme vous le savez tous, dans les parcs, plages, jusqu'à il y a encore l'année dernière, voilà, cette extension du champ des espaces restreints ou interdits où on peut fumer, qui s'inscrit vraiment dans une dynamique, bien sûr, de lutte contre le tabac, mais de finalement surtout faire prendre conscience à la population que fumer n'est pas banal, fumer n'est pas quelque chose de normal, ni de socialement, qui peut être encore socialement acceptable. Et c'est comme cela finalement qu'on est arrivé à toutes ces séries de mesures. La première loi Veil en 76, c'est même Simone Veil qui avait quelques années plus tôt lutté pour en faveur de l'avortement pour les femmes, accessible à toutes, eh bien, c'est elle la première qui s'est battue en France en 76 pour mettre en place les premières mesures de lutte contre le tabac. Et puis, évidemment, on a ensuite la loi Evin, qui est le fruit notamment d'un rapport très, très important en 88, de ce qu'on appelait les 5 sages. C'était des médecins reconnus, engagés notamment dans l'Académie nationale de médecine, la Ligue contre le cancer et autres, qui se sont mobilisés
pour justement faire avancer cette lutte contre le tabac, dont on ne voyait pas vraiment le bout. La première loi Veil était importante, mais ne suffisait pas. Et ce sont eux qui ont permis de faire pression, d'avoir une forme de pression médiatique pour faire en sorte que on ait cette loi très connue, la loi E20 de 1991, qui aille beaucoup plus loin en matière de lutte contre le tabac, qui est fondatrice et qui, elle, pose tous les grands interdits que vous connaissez tous, à savoir le fait de fumer dans les lieux à usage collectif. Alors, il y a eu ça a été une évolution très progressive, mais surtout, c'est très important, c'est que grâce à la loi E20, c'est dans ce contexte-là qu'on n'a plus jamais eu de pub possible, théoriquement, on pourra en reparler, sur les produits du tabac. Et donc, ce sont toutes ces lois qui ont permis d'arriver jusqu'à aujourd'hui, où finalement, on n'a jamais aussi peu fumé aujourd'hui qu'en France. Quand je reprends historiquement au début de la lutte contre le tabac, donc en 1976 avec la loi Veil, on avait 44% de la population française qui fumait, à peu près 1 homme sur 2 qui fumait. Et aujourd'hui, on est tombé à 18% de tabagisme en France quotidien. C'est historiquement bas, ça reste encore beaucoup trop élevé, mais quand on regarde les jeunes générations, ils sont plus que 3,1% à fumer chez les jeunes de 16 ans. Donc on se dit, ouf, on a gagné la bataille, on est en train de se dire qu'on peut aller vers des générations sans tabac. Mais c'est pour cela aussi qu'on discute avec toi aujourd'hui, Benjamin, c'est que la lutte n'est pas du tout terminée. On peut en revenir en détail. Mais voilà, une première bataille semble être gagnée, est en cours d'être gagnée, mais l'industrie du tabac ne compte pas se laisser faire. Oui, alors après, il y a quand même eu effectivement une sacrée évolution en 50 ans, parce que avant 1976 et cette loi Veil, on clopait quand même dans les salles de classe ou dans le métro. Exactement, ça semblait même impensable quand les premiers espaces sans tabac ont été mis en place. Ça semblait complètement fou de mettre en œuvre ce type de mesures. Et c'est pour ça que c'est vraiment le fruit très très lent d'une lutte, vraiment d'un combat acharné depuis 50 ans de tous ces experts, bien sûr associations, ministres, politiques qui se sont engagés dans le sujet, parce que c'est le fait de fumer est quelque chose de tellement socialement accepté, ancré comme une habitude de vie plus que comme une addiction, ce que ça est vraiment, en fait, le tabagisme c'est une addiction, c'est même une maladie chronique si on regarde ce que c'est. Et bien que toutes ces lois successives qui ont été mises en place, ça a été un combat acharné à chaque fois, bien sûr contre l'industrie du tabac qui s'est battue à chaque fois en essayant de porter devant la justice toutes les grandes lois qui ont été portées, notamment celle contre la loi E20. Hein. Les industriels du tabac ont essayé de la faire sauter. Ils n'y sont pas arrivés. Mais au-delà de cette bataille finalement avec l'industrie du tabac qui a été menée pour faire en sorte qu'on avance dans la lutte contre le tabac, c'est aussi et surtout une vraie bataille culturelle qui a dû être menée ces 50 dernières années. C'est-à-dire, c'était vraiment faire comprendre aux gens, à la population, que la lutte contre le tabac était quelque chose de nécessaire, de légitime, et que ce n'était pas une question non plus de stigmatisation du fumeur, ça n'est absolument pas ça, et que vraiment les Français et Françaises comprennent qu'en fait, finalement, le fait de fumer était le fait de devenir une victime de cette industrie du tabac qui a redoublé d'ingéniosité, qui redouble encore d'ingéniosité, pour faire entrer les jeunes gens en particulier, les ados, les enfants, dans l'addiction à la nicotine. Oui, et alors là on parle de la législation française, mais bon, il y a pas que la France qui légifère là-dessus, et du coup parce que moi je me dis ça a dû être compliqué aussi de faire appliquer ces règles-là et de désescalader alors que du côté américain dans toutes les productions hollywoodiennes, enfin moi je suis un enfant des années fin 80, j'ai grandi avec le cinéma Stallone Schwarzenegger, Stallone avec des clopes au bec et avant ça des cow-boys dans l'Ouest américain, il y en avait quand même pas mal. Donc moi, quand j'étais gamin, j'avais mes paquets de cigarettes en chocolat, quoi. Bien sûr, et cette dimension, cette infiltration du tabac dans la pop culture est un élément central justement dans ces enjeux de bataille culturelle, parce que au moment même justement où dans les années 50 puis vraiment de manière incontestable dans les années 60-70, on a su que en gros fumer
tue, eh bien, l'industrie du tabac, elle s'est retrouvée coincée en se disant, bon, elle luttait pour sa survie dans un régime capitaliste, c'est celui-là, donc c'est vraiment comment faire pour faire perdurer notre marché de l'addiction à la nicotine et de l'addiction au tabac. Et donc, ils ont infiltré, ces industriels, la sphère de la pop culture, notamment du cinéma, en passant des contrats très juteux, notamment avec Sylvester Stallone dans les années 80. Eh bien, ces industriels ont passé des contrats. Donc, c'est Sylvester Stallone, par exemple, a été payé 500 000 $, pardon, pour fumer une certaine marque de cigarettes à l'écran pendant 5 ans, dans les années 80. Plein de contrats comme ça ont été passés directement avec des stars du cinéma. Mais même plus largement, en fait, jusque même dans les années 2000, alors même que c'est parfaitement interdit, les industriels du tabac ont et continuent encore dans d'autres pays où ça reste autorisé, ils ont effectué ce qu'on appelle du placement de produits. Donc, c'est-à-dire que concrètement, l'industriel du tabac va avoir une agence de placement de produits qui est liée au milieu du cinéma. Et puis, cette agence de placement de produits, moyennant évidemment finance et gros sous, va négocier avec un producteur de cinéma pour dire, vous voyez cette scène-là, par exemple, plutôt que de suggérer l'attente par une femme qui aurait les bras croisés, eh bien, on aimerait bien que cette femme tienne un paquet de gauloises et tienne sa cigarette de telle façon qu'on voit bien le paquet. Et c'est ça le placement de produit. Et ce placement de produit a été un vecteur énorme de publicité finalement indirecte pour les produits du tabac. Et c'est comme ça que tous on a intégré l'idée que un homme bad boy c'était aussi un homme fumeur ou qu'une femme sexy avait une cigarette à la et le symbole d'une femme libre. Mais ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit vraiment d'une stratégie marketing très très bien pensée de l'industrie du tabac qui historiquement a infiltré tout ce milieu, bien sûr, du cinéma, mais plus largement aussi de la mode, de la musique, et continue encore à le faire pour pouvoir véhiculer une image positive de ces produits et donc faire en sorte que en particulier les plus jeunes, qui sont aussi les plus sensibles à ces enjeux aussi de reconnaissance, d'appartenance sociale, du fait d'être cool, etc., eh bien, faire en sorte à travers cela qu'ils maintiennent leur marché du tabac qui, je le rappelle, tue un fumeur sur 2. Donc, en fait, cette industrie est la seule industrie au monde qui tue un de ses consommateurs sur 2, un consommateur sur 2. Et donc, il faut qu'elle renouvelle sans cesse, cette industrie, son stock de consommateurs de ces produits. Et donc, voilà, l'infiltration dans la pop culture et le cinéma est particulièrement centrale pour eux. Donc en France, premier choc en 1976, donc avec cette loi Veil, loi Evin en 1991. À l'époque, beaucoup de voix s'élèvent pour dire que de toute façon, tout ce qui est bar, discothèque, tout ça, ça va fermer parce que de toute façon, on peut plus s'amuser. Résultat, aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus de discothèque ni de bar. Hein, c'est quand même très triste. Suite à ça, on a d'autres mesures qui sont prises dans les années 2000. Oui, plein, très importantes, c'est-à-dire à partir des années 2000, au-delà de ces enjeux de sensibilisation, de faire en sorte qu'on ne puisse pas fumer dans tel ou tel lieu, finalement dans le fait de restreindre la consommation des produits du tabac, là on va plus loin, on se dit on va réduire la possibilité d'avoir accès même à ce produit, à la source. Et donc, l'un des leviers le plus important, c'est la fiscalité sur les produits du tabac. Encore une fois, déjà, Louis XIV, alors le faisait pas pour lutter contre le tabac cette fois, mais ces taxes sur le tabac, en fait, sont reconnues par l'OMS comme étant le levier le plus efficace pour lutter contre la consommation des produits du tabac. Et donc, on a en 2000, avec le premier plan cancer lancé par Jacques Chirac, une très très forte hausse des produits du tabac. En l'espace de 1 ou 2 ans, on a une augmentation de 40% du prix du paquet. Il était à 3,80 en 2002, il passe à 5,70 2 ou 3 années plus tard. Et ça amorce là toute une série pendant plus de 20 ans de hausse sur les produits du tabac, sur les paquets de cigarettes, pour arriver aujourd'hui à un prix du paquet à 13,50 € à peu près en 2026. Et ça, c'est quelque chose de central en fait dans cette lutte contre le tabac et dans le fait qu'aujourd'hui, on se dise presque victoire, on n'a jamais aussi peu fumé en France. Et puis, il y a
plein d'autres mesures qui sont prises dans le même temps dès les années 2000. Ce sont ces mesures qui visent à restreindre et à limiter aussi, encore un peu plus, l'attractivité des produits du tabac, notamment auprès des plus jeunes. Et c'est comme ça qu'en 2016 est prise la mesure de neutralisation des paquets. Donc, c'est le paquet neutre que vous connaissez, qui a une couleur vert moche avec ces avertissements sanitaires écrits en très gros, ces photos repoussantes pour justement faire en sorte que ce paquet de cigarettes ne puisse en rien avoir quelque chose d'attractif. Et c'est quelque chose qui a bien marché puisque dès l'année suivante, un sondage a été fait par Santé publique France pour voir si cette mesure de paquet neutre avait un impact sur la perception du produit et on s'est rendu compte que les 18-24 ans trouvaient particulièrement peu attractif ce paquet et les fumeurs avaient même honte de le sortir. Donc c'est une mesure qui est très importante, ce paquet neutre. Et puis aussi, autre chose très importante dans ces enjeux de lutte contre le tabac qui a permis d'arriver à ces résultats qu'on connaît aujourd'hui, ces bons résultats, c'est le fait d'avoir mis en place des grandes campagnes de sensibilisation, de communication, au départ par l'INPES, Santé publique France, puis des ONG comme les nôtres aussi aujourd'hui, et la mise en œuvre du mois sans tabac, que vous connaissez peut-être. Ce sont l'ensemble de ces mesures finalement à partir des années 2000 et et avec ces mesures aussi qui avaient été prises plus tôt, ces extensions de mesures visant à restreindre la possibilité de fumer dans un certain nombre de lieux. Donc, effectivement, dès 2006, les bars, les boîtes, discothèques, l'année dernière sur les plages, parcs, etc. Ce sont toutes ces mesures qui marchent ensemble et qui font qu'une politique de lutte contre le tabac fonctionne. Et donc, on a de bons espoirs aujourd'hui d'arriver à ce que le gouvernement appelle de génération sans tabac. Et donc ça, c'est notre objectif à nous aussi contre-feu, c'est de faire en sorte que on ait des générations futures, ceux qui sont aujourd'hui en classe de 6e et toutes les autres générations à venir. On espère que ces jeunes générations-là ne soient jamais fumeuses grâce à toutes ces mesures et aussi d'autres que nous portons. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus avec toi, Benjamin. Oui, on va y revenir et d'ailleurs je tenais à préciser aussi que c'est en partie pour ça que j'ai prêté une oreille attentive quand vous m'avez contacté dans le cadre de cette opération, puisqu'ensemble on fait cette émission sur Twitch, mais pas que, on a fait des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Il y a un épisode qui va revenir sur ces 50 ans de lutte contre le tabac qui va être publié là au mois d'août sur la chaîne YouTube Nota Bene, mais moi j'ai des enfants et c'est vrai que je constate alors on va arriver à la suite du sujet qui est la vape et qui a un lien aussi avec l'industrie du tabac. On va le voir. Je vois au collège de mes enfants qu'il y a énormément de jeunes qui sont à la vape pour le coup. Et puis je constate aussi que chez moi, même si j'habite dans la plus belle ville de France, à savoir Tours, dans cette plus belle ville de France, il y a quand même pas mal de magasins de vape avec des devantures très accrocheuses, avec des designs Pokémon ou Animal Crossing qui me font aussi un petit peu peur. Alors quand on a commencé à faire aussi, petit point pour préciser, mais quand on a commencé à faire ces campagnes de sensibilisation, bien sûr, on a apporté pas mal de chiffres aussi. Tous les chiffres que tu as pu sortir là sur cette première partie d'émission qu'on va aussi aborder, on peut les retrouver quelque part. Tout est sourcé chez Contrefeu ? Oui, bien sûr. Alors déjà, on a plein d'informations disponibles sur notre site internet contrefeu.org et tous les chiffres que nous avançons sont des chiffres sourcés. La plupart proviennent de sources directes comme Santé publique France ou l'OFDT, l'Office français des tendances addictives, qui sont des autorités administratives indépendantes. Bref, ce sont des données vraiment indépendantes et vérifiées que nous citons là. Et puis, il y a aussi nos enquêtes en propre que nous menons avec un institut de sondage, Ipsos BVA, qui nous permettent aussi d'avoir des données intéressantes d'usage et de perception des produits. Mais là encore, ce sont des chiffres et des méthodologies qui sont disponibles sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Il y a plein d'informations autres.
Alors je te propose du coup qu'on glisse vers le sujet principal de cet entretien, à savoir la vape. Alors la vape, c'est quoi? C'est une cigarette électronique qui permet de fumer, souvent présentée comme un moyen de se sevrer aussi du tabac classique, de la cigarette classique. Ouais, à titre personnel, je le dis, j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans maintenant, et pour le coup, j'avais fait un petit peu de cigarette électronique, de la vape pour le coup. Ça a été pendant une période de transition. Donc ça aussi, peut-être qu'on va pouvoir en reparler sur l'efficacité de ce dispositif aussi pour arrêter de fumer. Donc ce qu'on appelle la vape, je l'ai défini avec mes mots, mais peut-être que toi tu as une définition différente de ce que c'est. En tout cas, la cigarette électronique, la vape, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un dispositif électronique dans lequel on a des liquides, alors soit sous forme de recharge insérés, soit directement préfixé finalement au dispositif électronique. Ce dispositif électronique va chauffer le liquide, dans lequel en général il y a de la nicotine, il peut ne pas y en avoir, mais là en l'occurrence on parle de liquide avec de la nicotine. Et puis, par ce système de chauffage, on a cette fumée que vous connaissez, qui est faite de propylène glycol, qui va se sortir de la bouche et que vous allez inhaler. Et donc, c'est une façon finalement de consommer de la nicotine différente par rapport à la cigarette classique, parce que ça, c'est quelque chose finalement qu'on n'a pas forcément toujours à l'esprit quand on dit je suis accro au tabac. En réalité, on est accro à la nicotine qui est dans son tabac, cette feuille de tabac qui a été rendue fumable, par des procédés industriels, mais c'est la feuille de tabac qui contient la nicotine naturellement au départ. Et donc là ensuite, les différents fabricants, on en reparlera, il y a différents types de fabricants de vape qui existent dans le monde, ont utilisé ce principe actif dans le tabac, cette nicotine, pour la faire consommer de manière différente et donc toujours de façon inhalée à travers cette cigarette électronique. Et donc ce dispositif de chauffe qui chauffe un liquide et donc vous allez absorber cette nicotine par cette vapeur et la rejeter. Voilà, c'est en gros cette cigarette électronique, c'est ça. Et aussi quand même ce qui est important de dire, c'est qu'une cigarette électronique, au-delà d'être juste un dispositif de chauffe d'un liquide, avec de la nicotine notamment, c'est quand même des batteries au lithium qui contiennent des métaux lourds, du cobalt, du mercure, et donc du plastique, sans compter la coque en plastique, et donc qui est quand même un petit produit d'innovation technologique de haute technologie, je dirais, et qui est aussi, d'un point de vue environnemental, extrêmement discutable. Depuis quand ça existe, la vape? Alors, dès les années 2000-2010, on a un certain pharmacien qui aurait développé cette cigarette électronique, notamment pour aider le fumeur à arrêter de fumer. Alors, pour nous, cette histoire est un petit peu une légende, parce que on ne sait pas bien qui a commencé, si c'est l'œuf ou la poule. Ce que l'on sait, c'est que très très vite, en fait, on a une expansion mondiale de la commercialisation de ces cigarettes électroniques qui voient le jour, et notamment en France, avec 3 grands types d'acteurs sur le marché qui vont venir, c'est ça, dès les années 2010, vendre leurs cigarettes électroniques. Et donc, pour atteindre aujourd'hui, des sommes colossales, c'est des affaires de gros sous, ce business de la cigarette électronique en France. Et finalement, c'est assez récent, ça a 15 ans aujourd'hui. Donc 15 ans, ouais, c'est un métier qui est très très récent. Tu nous parlais de 3 acteurs sur le marché de la vape. Peut-être qu'on peut les identifier dès maintenant, ce qui nous permettra peut-être de comprendre aussi comment ça a pris de l'ampleur si vite. C'est qui le premier acteur du marché de la vape? Alors aujourd'hui, au niveau mondial, si on regarde les investissements, les financements dirigés vers les industriels de la nicotine, c'est finalement les géants du tabac
qui occupent les 90% de la part de marché au niveau mondial. Donc, c'est British American Tobacco avec Vuse, c'est également Philip Morris qui est le leader mondial, ce géant du tabac qui vend notamment les Marlboro. Et donc, ce sont ces géants du tabac qui, principalement, détiennent les parts de marché au niveau mondial de la cigarette électronique. On a aussi, notamment en France, une filière dite indépendante de la vape. Ce sont des fabricants français de liquide qui s'approvisionnent d'ailleurs pas mal auprès d'une grande filière chinoise, qui est cette troisième filière, pour un certain nombre de pièces. Et cette filière française a pas mal de parts de marché aussi en France. Voilà, elle développe des produits comme peut-être on connaît WePuff, cette marque de puff aussi très connue, voilà, Alpha Liquide et autres qui sont des acteurs très présents sur le marché français et qui se vantent d'être complètement indépendants des géants du tabac. On aura l'occasion de revenir dessus. Et on a le troisième acteur très important sur le marché qui est en fait la filière chinoise de production qui est centrale, qui génère plusieurs milliards de chiffres d'affaires au niveau mondial. En France, c'est Smoor International notamment, qui commercialise des produits très connus comme notamment JNR et autres. Et donc là, c'est une autre grosse filière qui effectivement ne dépend pas directement de l'industrie du tabac. Mais en réalité, quand on creuse un petit peu, et en particulier si on prend du coup cette nicotine qui est comprise dans les liquides, d'où vient la nicotine qui est comprise dans les liquides? On a dit qu'elle venait principalement de la plante, la feuille de tabac. Or, au niveau mondial, qui détient les champs de tabac pour répondre à la production, pour répondre aux besoins de la production internationale de cette nicotine? Eh bien, ce sont les géants du tabac. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans ce petit écosystème. C'est assez complexe à identifier qui fait quoi exactement. Mais globalement, voilà, on parle de ces trois grands acteurs sur le marché. Géants du tabac, filière dite indépendante et filière chinoise. Alors ce que dit le chat, c'est que en France, 85% de la vape, ça serait les filières indépendantes, c'est ça? On n'a pas de chiffre malheureusement indépendant qui permettrait de le vérifier. Aucun chiffre disponible comme on peut l'avoir pour le tabac grâce au suivi des douanes qui nous permettent d'avoir des chiffres. On n'a pas cet équivalent pour la filière de la vape. Donc ça, c'est la FIVAP dit qu'effectivement, donc cette filière indépendante dit qu'elle représente 80% du marché français. Mais ça, malheureusement, nous, on n'a pas de chiffre indépendant pour pouvoir l'affirmer. Donc, troisième acteur, tu le disais, les marques chinoises qui ont explosé depuis 2025. Alors, 2025, il s'est passé un truc quand même en France. 2025, on a eu donc en février 2025 l'interdiction, enfin la mise en œuvre pleine et entière de l'interdiction de vente des cigarettes électroniques jetables, donc dites puff. Ces cigarettes électroniques jetables, peut-être que voilà les internautes connaissent, qui étaient déjà des cigarettes électroniques prêtes à l'emploi, pré-remplies, qui moyennant 600 bouffées ou plus étaient ensuite vidées de leur liquide et donc inusables, impossibles à recharger et étaient d'ailleurs bien souvent jetées dans la rue comme ça. Et donc, ces cigarettes électroniques jetables en 2025 ont effectivement été interdites, sauf que, bien sûr, le marché avait un peu anticipé. Les débats législatifs sur la question ont duré quand même 2 ans, donc les acteurs du marché s'étaient assez vite adaptés pour mettre sur le marché des cigarettes électroniques tout aussi édulcorées dans leur forme, parce que c'était ce qu'on reprochait aux puffs, et tout aussi finalement faciles d'usage, avec finalement des modèles exactement similaires d'un point de vue visuel, qui sont rechargeables un certain nombre de fois, qui donc a priori ne sont pas des cigarettes électroniques jetables, sauf qu'en fait ces cigarettes électroniques, ces puffs 2.0, bien souvent en réalité ont des pièces qu'on ne peut pas changer, elles ont une espèce d'obsolescence programmée assez rapide, qui font que ce sont des cigarettes électroniques qui sont quand même faites particulièrement pour les adolescents, avec un marketing
très très agressifs autour, qui détournent les codes des jeux visuels, des jeux vidéo. On a Vapes of Legend, on a Call of Vapes, enfin bon voilà, et qui viennent contourner finalement cette interdiction de cigarettes électroniques jetables. Et principalement là, la filière chinoise est effectivement très très agressive, met sur le marché des produits qui ont un marketing complètement délirant, vraiment des détournements aussi de mangas pour enfants en guise de packaging. On a des goûts de bonbons, on a des goûts licorne et autres qui produisent une espèce de dérive complètement délirante du marketing de ces produits, particulièrement depuis les effectivement 3, 4, 5 dernières années. Et voilà, ce qui nous laisse nous dire que on a aujourd'hui un combat supplémentaire à mener vis-à-vis de l'expansion de la consommation et de la vente des produits, de ces vapes, en particulier qui visent les plus jeunes. Alors la communication des différents acteurs de la vape, elle repose quand même sur un pilier central. On le voit là dans toutes les réactions qu'on peut avoir même dans le chat. C'est le fait que la cigarette électronique, elle aide donc à arrêter le tabac. Alors ça, tu disais voilà, on sait pas trop. Mais comment est-ce qu'ils communiquent là-dessus? Parce que là, typiquement, on nous dit oui, mais en fait, toutes les cigarettes n'ont pas de nicotine. Et puis c'est pas la nicotine qui tue. Et puis, enfin voilà, il y a tout un tas d'arguments là-dessus sur le fait que c'est pas dangereux et qu'en fait c'est là pour faire arrêter le tabac aux gens justement. Donc on a parlé des 3 filières de fabricants de vape, avec une petite nuance, pas une petite nuance, c'est eux qui apportent cette nuance, c'est que la filière dite indépendante des fabricants de vape françaises a tendance à mettre vraiment en avant le fait que ce sont des produits que ces Français mettent sur le marché, qui seraient faits vraiment pour aider le fumeur à arrêter de fumer. Ce qu'on remarque, nous, de manière concrète, c'est-à-dire toute filière confondue, quel que soit le fabricant, la logique derrière est toujours la même. On a des fabricants qui mettent sur le marché des produits qui ont des goûts extrêmement, des goûts de bonbons. Donc le goût fraise est particulièrement apprécié des plus jeunes. Des goûts très édulcorés, fruits passion, exotiques. Enfin voilà, quel que soit finalement l'acteur qui met sur le marché ces produits, ce sont des produits faits pour séduire, qui sont faits pour plaire. Et dans la pratique, qui ciblent les plus jeunes. Comment on peut l'affirmer ça? D'une part, à travers des chiffres, notamment de l'OFDT, on voit que donc en 2022, il y avait un collégien sur 5 qui déclarait avoir déjà essayé la cigarette électronique, ce qui est quand même absolument considérable. On rappelle que la cigarette électronique est interdite de vente aux mineurs. On a un lycéen sur 2 qui déclare avoir déjà testé la vape, et on a un taux de vapotage quotidien, c'est-à-dire de gens qui vapotent, de jeunes qui vapotent tous les jours, qui a été multiplié par 3 en 5 ans ces dernières années. Donc, on a vraiment énormément de jeunes qui commencent à s'initier à la nicotine et à tester, et à être au contact de cette drogue qui est la nicotine, à travers ces cigarettes électroniques aujourd'hui, plus qu'à travers le tabac. Autrefois, on disait que les jeunes, forcément, il n'y a pas d'autres produits, il n'y a pas de concurrents, mais c'était principalement le tabac, le premier facteur d'initiation et d'entrée dans l'addiction à la nicotine. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que la vape est en train de le devenir. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant le marketing, ce qui est frappant, c'est que, par exemple, alors même que cette filière dite indépendante française, cette FIVAP, dit vouloir aider le fumeur à sortir du tabac, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des membres de cette filière indépendante qui ont passé des contrats de partenariat, alors même que c'est interdit, avec notamment des marques de boissons très édulcorées. Notamment, on a Alpha Liquid qui a passé un contrat avec la marque Granita. Donc, c'est une marque de boissons, vous savez, à base de glace pilée, rose,
orange, dont après, a priori, vu l'Instagram de Granita, ce sont principalement des ados de 12-13 ans, des petites filles en particulier qui apprécient ce type de boisson. Donc là, on a une marque française de liquide qui a passé un contrat avec cette boisson qui s'adresse principalement à des petites filles pour créer des e-liquides Granita, sous licence Granita, et donc le mettre sur le marché français. Et donc là, on se dit que non, ce n'est pas possible, ce ne sont pas des fumeurs adultes qui sont concernés par ce type de produit, ce sont bien les plus jeunes qui sont visés à travers cela. On a quand même aussi un truc très fort, c'est que cette même filière française qui se présente vraiment comme acteur presque de santé publique, en disant nous, on est les vrais acteurs de lutte contre le tabac, parce qu'à travers la vape, on va faire sortir les gens du tabac. L'intention est belle, sauf que derrière, on a en réalité un acteur qui se reprend tous les arguments d'ailleurs des industriels du tabac au moment des grandes négociations en fin d'année sur les différents budgets où se joue la négociation sur des mesures qui viseraient à encadrer la vape. Et en fait, c'est un lobby comme un autre qui défend son business et qui, comme les géants du tabac à l'époque avec les cigarettes classiques, vise les adolescents. Pourquoi les adolescents sont visés majoritairement, principalement et historiquement? Parce que plus un jeune rentre tôt dans l'addiction à la nicotine, plus il y restera accro toute sa vie. Parce qu'en fait, un cerveau jeune d'un adolescent est un cerveau encore immature qui est très, très réceptif à la molécule, à cette drogue qu'est la nicotine, qui active des récepteurs dans le cerveau. Et plus ces récepteurs dans le cerveau sont allumés tôt, on va dire, dans l'enfance et au contact de la nicotine, eh bien, plus ça sera difficile pour la personne de sortir de cette addiction. Donc, c'est vraiment très, très vicieux dans le fait de vouloir cibler les plus jeunes. C'est que c'est vraiment s'assurer qu'on capte un marché le plus tôt possible pour le garder enferré dans l'addiction à la nicotine toute sa vie. Et c'est ça qui est vicieux. C'était quand on dit la cigarette électronique est là pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Ce que ça ne dit pas, c'est que la cigarette électronique n'est pas là pour vous faire sortir de l'addiction à la nicotine. La cigarette électronique en soi, si elle n'est pas accompagnée, son usage n'est pas accompagné par un professionnel de santé dans un objectif de réduction progressive des doses, etc., eh bien, ce qui va se passer, c'est que la personne va juste être accro toute sa vie à la nicotine, consommée sous une forme différente. Et donc, c'est là qu'il y a quand même un problème. Et c'est là aussi, ce qui est très grave, c'est que cette cigarette électronique, elle est présentée comme étant à moindre risque, c'est-à-dire à risque réduit, en disant c'est bien moins risqué de vapoter que de fumer. Et donc, yallah, on y va. C'est génial cet outil. Au moins, les gens ne fumeront plus, même les jeunes, au moins, ils fumeront plus de cigarettes. Tant mieux, ils vapent, mais au moins, ils fument pas des cigarettes de tabac. Alors là, on dit attention, parce que veut-on demain des générations entières de jeunes accros à la cigarette électronique avec des enjeux qui sont différents. C'est-à-dire, de toute façon, l'addiction à la nicotine en soi, elle pose de sérieux problèmes, notamment de santé mentale, on en parle assez peu. Encore une fois, un jeune qui rentre dans l'addiction très tôt à la nicotine, il a beaucoup plus de chances de développer des symptômes dépressifs, des troubles anxieux. Donc, l'addiction à la nicotine en soi, elle n'est absolument pas anodine. Et au-delà de ça, comme on l'a dit, la cigarette électronique, elle n'existe que depuis 15 ans sur le marché. Et donc, on a très très peu de recul encore sur le plan sanitaire, sur les effets possibles de cette cigarette électronique à long terme. On sait juste, et d'ailleurs, on a une autorité de santé publique française, l'ANSES, qui a remis un rapport en fin d'année dernière qui est très clair en disant un non-fumeur, qui est jeune, n'a absolument aucun intérêt à consommer ce type de produit. Il ne doit pas consommer les produits du vapotage. C'est clair, net, précis. Donc, à partir de là, tout le marketing qui viserait à faire rentrer les plus jeunes dans le fait de faire consommer les plus jeunes ce type de produit, la vape, eh bien, ça n'a pas lieu d'être, de toute façon, déjà. Ensuite, pour des personnes fumeuses, le problème aussi qu'on a, c'est que
ces vape shops notamment, qui se présentent comme étant, et sûrement certains de très bonne foi, qui disent mais moi j'ai aidé des tas de fumeurs, des gros fumeurs à sortir du tabac, et aujourd'hui ils ne font que vapoter. On comprend cette bonne intention, mais ils ne sont pas professionnels de santé. Ils sont là pour vendre des produits. Ils sont des commerçants qui défendent leur filière. C'est bien normal, on leur en veut pas. C'est un produit qui reste autorisé aujourd'hui. Et à partir de là, attention aux discours produits par des commerçants de santé, soi-disant de santé publique, qui se présentent comme finalement des professionnels de santé. Les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. Le commerçant a intérêt à faire du chiffre et pour ça, il a intérêt à faire en sorte que son client y revienne le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Il ne le fera pas sortir de son addiction. Il n'y a que le professionnel de santé qui a intérêt à faire ça et qui a trouvé dans la cigarette électronique, ce professionnel de santé, parfois un intérêt pour aider son patient à sortir effectivement du tabac. Et c'est là que c'est compliqué. C'est qu'en fait, on a aujourd'hui des commerçants, d'un côté qui vendent ce produit, la vape, et de l'autre, des professionnels de santé qui voient un intérêt dans ce produit. Et donc là, c'est là qu'il y a une brèche. C'est-à-dire qu'on a des industriels, et notamment les géants du tabac, mais aussi ces filières indépendantes, qui s'engouffrent dans cette brèche en disant, vous voyez, il y a les professionnels de santé qui disent que ça peut être utile. Et donc, nous, Contre-Feu, on dit aussi qu'effectivement, accompagné par un professionnel de santé, un fumeur qui utiliserait la vape, ça peut être intéressant. Mais attention, c'est pas une fin en soi. Et encore une fois, ça n'est possible que si ça relève du soin, du médical. Et là-dedans, le commerçant, il n'a rien à avoir finalement, à faire. Et c'est très intéressant cette brèche qu'il y a entre commerçants qui disent, voyez, nous, on aide les fumeurs à sortir du tabac, puis professionnels de santé qui disent, mais regardez cet outil, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'au milieu de ça, on a des industriels qui utilisent des notions de santé publique, la notion de réduction des risques qui est très spécifique, pour l'utiliser à ses propres fins commerciales. Et c'est là que ça devient très grave. Et donc, c'est là aussi que nous, Contre-Feu, en tant que contre-lobby, on est là pour décrypter ce qui se passe vraiment et montrer justement les failles et faire comprendre, notamment aux fumeurs et aux jeunes en particulier, parce que nous, c'est ce qui nous inquiète particulièrement, que, attention, ne pas tomber dans les discours un peu simplistes de certains commerçants qui se veulent rassurants, là où, justement, les instances de santé publique, et notamment l'ANSES, qui a rendu encore une fois son rapport en fin d'année dernière, dit qu'il y a quand même des risques probables et possibles. Alors, un risque probable et possible, ça ne veut pas dire qu'il y a un risque avéré. Parce que pourquoi ? Notamment sur les enjeux de développement de cancer, il faut un recul à peu près de 30 à 40 ans sur l'usage d'un produit. Or, on l'a dit, là, il n'y a qu'un recul de 15 ans. Et donc là aussi, il y a une brèche, c'est-à-dire que les industriels, quels qu'ils soient, ces trois filières confondues, disent, mais vous voyez, il n'y a pas de risque avéré. Mais non, il ne peut pas y avoir encore de risque avéré, puisque c'est trop tôt. Et pour autant, on a déjà des signaux très concrets de risques sur le plan cardiovasculaire qui peuvent se poser, des risques sur le plan respiratoire, au-delà du risque en soi de l'addiction à la nicotine qui se pose. Et ça devrait être déjà suffisant pour alerter les gouvernements, les décideurs sur le fait que cette filière de la vape, elle n'est pas quelque chose de souhaitable en France en l'état, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire dans un libre commerce accessible à tous. Oui, puis j'ai l'impression que le discours de Contre-Feu, c'est pas de dire cigarette électronique égale cigarette traditionnelle. C'est de dire non, mais par contre, ça pose aussi des problèmes. Les médias n'aiment pas beaucoup la nuance. Les médias sont souvent très sensationnalistes et aiment bien tout ce qui est blanc ou noir. Or, là, comme je l'ai dit, la situation vis-à-vis de la vape, elle n'est pas blanche, c'est pas blanc ou noir aujourd'hui. On a des pros de santé qui disent « Ah, j'y vois un intérêt », d'autres qui disent « Pas du tout », des autorités de santé publique qui disent « Attention, les jeunes, il ne faut pas du tout qu'ils rentrent là-dedans », mais de l'autre, oui, ça peut aider, mais attention, sous certaines conditions, sous réserve que ce soit transitoire, etc. Et là, les médias ils n'aiment plus ces nuances. Et donc, ça laisse la porte ouverte à des discours un peu grotesques, c'est-à-dire soit d'un côté, on a particulièrement, surtout les industriels qui s'engouffrent là-dedans en disant « Voyez, la cigarette électronique est quelque chose qui va sauver le monde ». Et c'est largement relayé par les médias et pareil après derrière par les politiques. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que s'il existait par exemple une vape
qui étaient mis sur le marché par des industriels pharmaceutiques ou autres qui avaient une autorisation de mise sur le marché au même titre que les patchs, les gommes, etc., que sont les substituts nicotiniques reconnus. Ben là, on dit oui, peut-être, pourquoi pas, il pourrait y avoir un intérêt. Mais en l'état, c'est-à-dire le fait qu'un industriel dise « j'ai la solution à mon propre problème », c'est-à-dire je détiens à travers la vape la solution contre le tabac que j'ai moi-même causé, vous comprenez bien qu'il y a quand même un gros souci que ce soit ces industriels qui se disent responsables de leur propre solution. Enfin, on marche sur la tête. Si encore une fois, on regarde qui produit la nicotine au départ, c'est les géants du tabac. Enfin, c'est quand même assez fou. Alors, je tiens à te relever un truc qui a été dit dans le chat. Tout à l'heure, tu disais, bon bah voilà, ces entreprises qui vont vendre ces vapes, c'est les entrepreneurs, c'est pas des professionnels de santé. Ce à quoi certaines personnes dans le chat ont répondu, mais vous non plus, Contrefeu, vous n'êtes pas des pros de la santé, donc Contrefeu, ça représente qui? Alors Contrefeu, ça c'est une très bonne question. Ça représente qui? Ça représente, alors on est une équipe de permanents. L'équipe de permanents, ce sont des gens qui sont experts dans leur domaine, c'est-à-dire on fait des campagnes de sensibilisation, donc on a des experts en com. On fait du droit, c'est-à-dire on cherche à faire déposer des nouvelles normes, réglementations, encadrement notamment des produits de la vape, et donc on a des avocats, des juristes qui travaillent, on fait aussi des enquêtes, etc. On a aussi des personnes qui ont des profils scientifiques. Mais derrière Contrefeu, qui a créé Contrefeu? C'est le professeur Boris Toubiana. Donc ce sont en fait des médecins qui sont derrière Contrefeu. Il y a un conseil d'administration, un bureau, qui sont représentés par ses membres. Et ces membres, ce sont des pros de santé qui sont représentés derrière, ce sont des professionnels de santé, on a les infirmiers, infirmières tabacologues, ce sont des oncologues, donc ce sont des personnes qui soignent le cancer, on a des médecins de santé publique. C'est vraiment cette sphère finalement scientifique et médicale qui est derrière Contrefeu au départ. Pourquoi? Parce que ce sont finalement Contrefeu, c'est un collectif qui réunit tous ces acteurs-là, professionnels de santé, acteurs sur le terrain ou dans les hôpitaux, ou qui sont libérales, etc., qui se sont réunis pour dire voilà, il faut qu'on agisse sur le plan politique maintenant. Il faut qu'on se rassemble parce que nous, on est médecins, mais nous, on ne sait pas faire du droit, nous, on ne sait pas faire de la communication. Donc derrière, finalement, les actions de Contrefeu s'appuient sur un savoir scientifique, s'appuient sur les études, sur les connaissances de nos médecins, pour pouvoir justement développer toutes les actions derrière que nous menons, nous, équipe permanente. Donc, moi, je ne suis pas professionnelle de santé. Mais en revanche, le président de Contrefeu est médecin de santé publique, etc., etc. Donc, on est la société civile dans son rôle d'appuyer notamment les actions gouvernementales. On est financé notamment par la Direction générale de la santé. On travaille en lien étroit avec le ministère de la Santé, avec la Caisse nationale d'assurance maladie également, via le Fonds de lutte contre les addictions. Donc, on est des acteurs de santé publique, mais issus de la société civile. Tu nous le disais tout à l'heure, depuis 15 ans, les parts de marché de la vape sont de plus en plus importantes. Cette industrie, elle a plusieurs leviers de croissance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, notamment la fidélisation des consommateurs? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour fidéliser les gens? Alors, en fait, moi je vais parler des industriels du tabac parce que c'est eux qui ont le moyen le plus diversifié, en fait, qui ont le plus de produits pour diversifier leur offre et faire en sorte justement de pérenniser, de faire perdurer leur marché. Et au niveau international, ce sont eux les leaders. Alors, en fait, c'est assez, j'allais dire, vicieux parce que les industriels du tabac, en Europe, donc dès les années 50, on l'a dit, il y a eu plein de lois successives, pas qu'en France, mais dans toute l'Europe, qui ont visé à contrôler, encadrer la vente et la façon de consommer, la consommation des produits du tabac. Et donc, ils ont dû, et notamment ces 10 dernières années, s'adapter en mettant
en place en développant notamment des nouveaux produits. Donc, les industriels du tabac aujourd'hui commercialisent bien sûr des cigarettes, mais aussi des produits du vapotage, mais aussi des produits du tabac chauffé, notamment l'IQOS par Philip Morris. Donc en fait, ça c'est un hybride entre une cigarette électronique et une cigarette traditionnelle. C'est concrètement un petit dispositif qui ressemble à une cigarette électronique dans laquelle on insère une cigarette de tabac à chauffer. Et donc c'est vraiment la cigarette 2.0 qui reste une cigarette. En fait, sur le plan de la toxicité, c'est comme la cigarette. Et puis, ils développent aussi d'autres produits à base de nicotine. Donc, c'est vraiment leur marché, de toute façon, repose sur l'addiction à la nicotine. Donc, ils ont plein de façons de le faire consommer, notamment à travers des sachets de nicotine. Donc, c'est des petits sachets comme ça qu'on insère sous la lèvre, qui ont été interdits en France depuis septembre dernier, mais qu'on voit un peu partout en Europe. Et puis, il y a aussi des bonbons, des gommes à base de nicotine et autres qu'on voit notamment sur le marché européen. Tous ces produits visent à diversifier leur offre et en disant d'ailleurs qu'ils mettent sur le marché des alternatives à risque réduit. Encore une fois, j'en ai parlé, cette notion de risque réduit qui au départ est utilisée par des médecins, eh bien les industriels se sont appropriés cette notion en disant « Regardez, on met sur le marché des produits, plein d'autres produits qui ne sont pas les cigarettes. » D'ailleurs, on a le PDG de Philip Morris, donc ce géant du tabac, qui déclare à chaque fois, à chaque interview, qu'il veut mettre la cigarette au musée. Et donc, ils misent tout sur la diversification de leur offre de produits à base de nicotine, dont je viens de parler, pour pouvoir faire perdurer leur marché. Et ils veulent faire en sorte, et ils y sont presque arrivés là, que la moitié de leurs revenus en Europe, en France notamment, soit constituée par la vente de ces produits dits à risque réduit. Donc ça, c'est pour les industriels du tabac, le fait de diversifier leur offre sous le concept ombrelle de produits à risque réduit, c'est quelque chose de savamment pensé par ces industriels pour continuer à exister et à vendre leurs produits. Et après, au niveau des stratégies, là aussi, pour continuer à vendre justement ces nouveaux produits sur lesquels ils misent tout, eh bien, ils achètent, non pas forcément, même si au niveau international, je n'ai pas de preuve aujourd'hui, mais ça doit encore exister, ils n'achètent plus forcément des acteurs avec des contrats comme ils ont pu faire avec Sylvester Stallone. Ils passent aujourd'hui des contrats, notamment avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc là, rien qu'en France, sur les 5 dernières années, on a pu observer qu'il y avait eu presque 230 influenceurs qui avaient été rémunérés par les géants du tabac pour faire la promotion, notamment des cigarettes électroniques, des sachets de nicotine. Et c'est vraiment parfois même des influenceurs non-fumeurs qui étaient payés par ces industriels pour faire la promotion à l'écran, de façon d'ailleurs pas vraiment toujours déclarée, de ces produits en disant que voilà, vapoter c'est cool, ou en faisant gagner, en organisant par exemple des jeux concours, en disant voilà, si vous faites ça et ça sur mon réseau, vous allez gagner X boîtes de sachets de nicotine ou un casque audio. Enfin voilà, c'est des choses assez délirantes qui sont évidemment complètement interdites, mais qui font partie des stratégies des industriels pour faire en sorte qu'ils développent encore leur marché et qu'ils continuent à exister en Europe. Parce que ces géants du tabac, ils existent au niveau international. Donc en Europe, ils misent tout sur ces alternatives à risque réduit. Et au niveau des pays plus émergents en développement, là, ils misent tout encore sur la cigarette traditionnelle, qui reste notamment auprès des femmes, encore peu utilisée ou pas forcément aussi développée que ce n'était en Europe. Et donc, ils ont vraiment une double stratégie, un double discours, c'est-à-dire que, notamment dans les pays d'Afrique, ils vont tout miser sur la cigarette traditionnelle et en Europe, tout miser sur la cigarette électronique, par exemple. Donc, c'est une stratégie à double niveau. Ouais, donc grosse diversification. C'est rigolo parce que du coup dans les premières communications qu'on a fait ensemble sur les réseaux sociaux, dans toutes les commentaires un peu critiques qui ont pu revenir, il y a une accusation en particulier qui vise Contrefeu, qui est de dire qu'en fait vous marchez finalement pour l'industrie du tabac versus la vape. Voilà, ça c'est le plus incroyable et c'est quand même c'est tellement grotesque, enfin ça révèle
tout ce que le lobby d'une filière commerciale cherche à faire, c'est-à-dire il cherche toujours à instiller le doute et à disqualifier finalement tous les acteurs qui viendraient contrer ses intérêts commerciaux et financiers. Nous, Contre-Feu, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Nous, on cherche à faire en sorte que finalement la vente des produits du tabac et de la nicotine, surtout que le marché de l'addiction à la nicotine disparaisse. On estime que c'est une anomalie finalement sociétale qui nous coûte à tous très très cher et que l'on veut faire disparaître. Et finalement, contrairement à ces commerçants, comme on l'a dit, qui ont des logiques de diversification très très élaborées, qui cherchent à attirer les plus jeunes pour maintenir des parts de marché, etc., et à croître. Nous, ce que l'on cherche à faire, c'est à disparaître. Je peux vous dire qu'on serait plus qu'heureux que de fermer la porte et de mettre la porte sous la clé de Contre-Feu dans nos bureaux à Paris pour aller batailler vers sur d'autres champs. Il y a bien d'autres, malheureusement, missions de santé publique encore qu'on pourrait mener. Et justement, nous, on est une association, on n'a pas d'intérêt financier, on n'a pas d'intérêts commerciaux, on est une équipe de salariés, de jeunes, des médecins qui bossent par ailleurs, qui ont du travail par-dessus la tête, notamment de cancéreux et autres qui vont mourir tous les jours. Ils ont d'autres choses à faire et nous, on serait plus qu'heureux d'avoir gagné cette bataille et de dire c'est génial, demain je suis au chômage parce que j'ai gagné cette lutte et je peux me consacrer à une autre. Et c'est là qu'est toute la différence, c'est-à-dire que un contre-lobby, c'est une ONG, c'est une asso. Elle est là pour lutter contre un business mortifère et elle n'a aucun autre intérêt que celui de disparaître un jour parce qu'elle a gagné son combat. On l'a évoqué aussi un peu plus tôt, il y a le phénomène des marques chinoises. Comment est-ce qu'ils ont réussi leur offensive là depuis un an? De façon détaillée qu'on a du mal à vraiment connaître. C'est des acteurs très nouveaux sur le marché qui fleurissent à Shenzhen particulièrement, qui bénéficient de financements énormes. Pas hyper clair là aussi sur le fait de savoir qui finance effectivement ces grandes filières chinoises concrètement. Et qui ont inondé le marché. Alors, le problème qu'on a vis-à-vis de la vente, notamment des cigarettes électroniques, c'est que il y a une forme de déclaration qui doit être faite chaque année par les fabricants, les distributeurs, les fabricants de ces produits, en disant voilà, je vends telle référence, mais il n'y a pas vraiment de contrôle effectué. Donc, ce sont des produits sur lesquels il n'y a pas forcément de contrôle, de normes vraiment, qui arrivent sur le marché français, et notamment via la vente en ligne. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose contre quoi on se bat, parce qu'il y a encore moins de contrôle sur la vente en ligne et donc on a des produits qui dépassent largement même les doses de nicotine autorisées dans ce type de produits. On ne sait même pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ces liquides et ça pose véritablement problème. Donc c'est finalement la liberté d'entreprendre qui est possible au sein de l'Union européenne qui permet d'avoir ce flot de produits chinois qui est arrivé sur le marché de manière complètement incontrôlée. Mais je tiens quand même à insister sur le fait que ces produits, cette marque notamment JNR, qui est très très populaire auprès des plus jeunes avec vraiment un packaging extrêmement flashy qui est hyper populaire notamment auprès des collégiens lycéens. Il n'y a vraiment pas que les Chinois qui vendent ce type de produit. Il faut bien se dire que souvent les trois filières qu'on a mentionnées tout à l'heure se renvoie la patate chaude en disant mais non, c'est telle filière qui cherche à faire rentrer les plus jeunes, nous on fait pas ça, mais non, vous c'est vous, mais vous c'est vous, etc. En réalité, tous les fabricants ont la même stratégie dans ces enjeux de développer des stratégies marketing extrêmement offensives visant les plus jeunes. Et donc voilà, bien sûr, on se retrouve avec des produits chinois pas très contrôlés sur le marché, mais est-ce que les produits français sont nécessairement mieux? Très sincèrement, je ne sais pas. Quand on vend des liquides français, chocolat de Dubaï et autres, est-ce que c'est fait pour arrêter de fumer ou est-ce que c'est fait pour attirer un plus jeune dans la consommation de produits ou avec des licences Granita?
Sincèrement, je pense pas. Et donc, c'est ça qui est important de rappeler aussi, quoi. Et donc, ces nouveaux acteurs, clairement, cherchent par tous les moyens à contourner les réglementations qui sont mises en place aujourd'hui, quoi. C'est là que c'est compliqué, c'est que y a deux choses. Il y a d'une part une réglementation quand même assez souple sur les produits du vapotage. Aujourd'hui, la publicité pour les produits du vapotage est interdite, mais le marketing sur le produit lui-même est autorisé. C'est-à-dire que les paquets neutres qui existent sur les cigarettes traditionnelles, ça n'existe pas encore pour les produits du vapotage. Bon, donc ça, c'est quelque chose de légal que les fabricants utilisent pour pouvoir vendre leurs produits et les rendre attractifs, notamment auprès des plus jeunes. C'est légal. Mais effectivement, les géants de ces filières et les acteurs de ces filières, de manière générale, contournent aussi les lois. Et aussi, d'ailleurs, les fabricants français. Quand on regarde des chiffres de notre membre, le Comité national contre le tabagisme, qui est mandaté par le ministère de la Santé pour faire ce qu'on appelle des observatoires, c'est-à-dire voir si les vape shops et les buralistes respectent l'interdiction de vente des produits du vapotage, notamment aux mineurs. Eh bien, cette association a pu observer qu'il y a un tiers des buralistes et des vape shops qui vendent encore des produits du vapotage aux mineurs. Donc, on voit bien là que indépendamment du cadre légal qui permet de faire un certain nombre de choses pour assurer la croissance de ce marché qu'est la vape, ces mêmes acteurs aussi contournent des lois existantes pour faire perdurer leur marché. Et donc là, est-ce que c'est de la négligence de la part des vape shops ou est-ce que c'est à dessein qui vendent des produits du vapotage aux mineurs? Je vais pas me risquer à parler pour eux. Le fait est que le constat est là. La loi est contournée allègrement. C'est énorme. Un tiers des vendeurs des vape shops et des buralistes qui vendent des produits du vapotage aux mineurs. C'est quand même fou. D'autant plus fou, notamment pour les buralistes, que l'État donne des sous aux buralistes pour s'affranchir notamment de la vente des produits du tabac et du vapotage, en disant, voilà, bon, demain, plus personne ne fumera, il faut que les buralistes puissent continuer à avoir une activité. Ils reçoivent beaucoup d'argent, c'est 4 milliards d'euros que les buralistes ont reçus ces 20 dernières années pour diversifier leurs activités. Et derrière ça, on regarde, on voit, il y a un tiers des buralistes qui vendent encore des produits du tabac et du vapotage aux mineurs. C'est quand même scandaleux. Et puis, on a aussi autre chose, est-ce que je l'ai dit tout à l'heure, on a des fabricants de vape, des industriels de la nicotine, on peut les appeler comme ça, qui rémunèrent aussi des influenceurs pour faire la promotion de leurs produits sur les réseaux sociaux, ce qui là aussi est parfaitement interdit. Je tiens quand même à exhumer le commentaire du Gonzo du 44 qui m'a fait rire et qui a un argument, il faut le dire, pour la vape. Il dit bonjour, la cigarette électronique déclenche moins de feux de forêt que la cigarette traditionnelle. On est au mois de juillet, donc voilà. Je tenais à. J'ai pas les chiffres. Le problème c'est que les batteries explosent très souvent. Il y a eu plein de cas d'accidents, notamment dans un avion. Donc bon. Sur le plan des incendies, je n'ai pas des chiffres globaux, mais ça reste quand même un produit avec une batterie au lithium et autres extrêmement inflammable, donc je ne sais pas si c'est très sûr non plus. On le voit, cette industrie de la vape, donc ça fait donc une quinzaine d'années maintenant que ça se développe. Est-ce que cette lutte contre la vape, elle existe depuis aussi longtemps? Non, en fait, ce sont tous les acteurs de santé publique, qui soient institutionnels, Santé publique France, l'OFDT, je l'ai mentionné, mais aussi le ministère de la Santé et les acteurs, donc ça c'est les acteurs institutionnels, mais comme les acteurs aussi associatifs que nous sommes, et puis aussi les professionnels de santé, les sociétés savantes qui ont dû s'adapter dans le milieu des années 2010, fin des années 2010, et qui ont dû intégrer dans leurs actions la lutte contre la nicotine au sens large, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les industriels cherchaient à diversifier leur marché de l'addiction à la nicotine à travers la mise sur le marché de nouveaux produits.
Et donc, on a dû inclure dans nos activités le fait de lutter contre le tabac et les produits de la nicotine, autres que des substituts de nicotine, bien sûr. On ne lutte pas contre ça. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement récent et ça fait vraiment, oui, je dirais, 10 petites années seulement que la lutte contre l'addiction à la nicotine a été développée comme telle enfin, la lutte contre le tabac a élargi son champ à la lutte contre la nicotine. C'est ça, depuis moins de 10 ans. Alors concrètement, tu nous as expliqué tout à l'heure qui était Contrefeu, d'où vous veniez, qui vous représentez. Mais alors comment ça fonctionne en interne? Tu nous as dit que vous étiez une équipe de salariés. Comment est-ce que cette équipe de salariés vient s'articuler avec les différents acteurs adhérents de la fédération? Parce que vous avez pas mal d'assauts. Oui, c'est vrai. En fait, on travaille vraiment de manière collégiale. On a, je l'ai dit, donc tous nos membres bénévoles qui sont majoritairement médecins, professionnels de santé, qu'on cherche à réunir donc à travers toutes ces associations qui sont membres de Contrefeu, qu'on cherche à réunir à travers des événements, des groupes de travail très réguliers qui nous permettent, nous, justement, de définir quelles sont les priorités, quelles sont les réglementations nouvelles pour lesquelles il faudrait pousser. Donc, on a tous ces échanges très, très réguliers qui sont organisés au sein de notre structure, dans un objectif vraiment de partage de connaissances, d'expertise. Et dans le cadre de ces échanges, bien sûr, on a nos équipes opérationnelles qui sont toujours là pour justement bien comprendre tous ces enjeux d'ordre parfois médical, scientifique, pour les traduire finalement et faire un peu comme toi, Benjamin, avoir ce travail de vulgarisateur, de vulgarisation, à la fois dans le fait, côté communication, d'être en capacité de bien comprendre ce qui se joue d'un point de vue scientifique, médical, pour pouvoir développer des campagnes de sensibilisation comme on le fait donc du côté de la communication. Donc, il y a à peu près 5 personnes qui s'occupent au niveau de la communication et on travaille aussi avec une agence de pub pour concevoir des décryptages, des vidéos sur les réseaux sociaux. On est présent sur TikTok, sur Instagram. On poste très régulièrement des contenus à destination vraiment du grand public pour faire comprendre nos enjeux qui sont parfois un peu complexes. Et puis, on mène des grandes campagnes de sensibilisation 2-3 fois par an. Donc là, il y a la communication qui travaille aussi de manière très, très étroite avec le pôle plaidoyer. Alors en fait, le mot plaidoyer, c'est pas forcément très connu quand on ne travaille pas dans l'associatif. Concrètement, le mot plaidoyer, c'est le pendant du mot lobby. Sauf que le lobby, c'est quoi? C'est le fait de vouloir, pour un acteur privé, économique, le fait de vouloir influencer les décisions publiques à son avantage. Donc, c'est le fait en gros, de dire à un décideur, je veux que cette loi qui me permet de gagner X% de croissance par an passe. Voilà. Eh bien, nous, de l'autre côté, on fait du contre-lobby. Et donc, l'idée, c'est de dire, nous, ce que nous voudrions pour protéger les plus jeunes, c'est notamment la mise en œuvre d'un paquet neutre sur les produits du vapotage. Et ça, c'est ce qu'on appelle du plaidoyer. C'est le fait de porter des mesures législatives. Et on va voir les députés et autres pour faire porter ces mesures. Et donc ça, c'est vraiment... il y a aujourd'hui 3 personnes à Contrefeu qui sont dédiées qu'à ça, qui sont en lien à la fois avec nos membres bénévoles, médecins, etc., pour là aussi bien comprendre les enjeux, et pour les traduire finalement en besoins législatifs. Et qui vont derrière voir tous les décideurs politiques pour les convaincre de soutenir telle et telle mesure. Et puis, on a aussi chez nous toute la partie plus scientifique avec donc une personne en particulier, mais qui travaille énormément en lien avec nos bénévoles professionnels de santé, qui, elle, va justement faire la collecte de ce qu'on appelle toute la revue de littérature, de toutes les études indépendantes qui sortent sur nos sujets, sur les enjeux de la vape, sur les enjeux du tabac, sur les effets sur la santé, mais aussi sur le plan socio-économique. En termes économiques, qu'est-ce que ça peut représenter, etc. C'est cette personne-là qui a une formation scientifique qui collecte toute la data, toutes les infos, fait le lien avec nos membres
pour justement faire en sorte que toutes nos actions à contre-feu soient adossées derrière à de la donnée scientifique solide et qui fait qu'aujourd'hui, on est un acteur crédible, écouté, entendu, notamment du ministère de la Santé, de toutes les institutions de santé publique. Et dans le chat, quelqu'un dit, mais du coup, vous êtes, vous, un lobby anti-nicotine. Après, vous avez pas d'intérêt financier? Non, on n'a aucun intérêt financier. On est reconnu d'intérêt général. D'ailleurs, c'est pour ça et c'est l'administration, c'est l'administration fiscale qui décide de ce statut. C'est très strict. Et donc, on a d'intérêt commercial, nous n'avons pas de bénéfices. Et c'est pour ça aussi qu'on peut recevoir des dons qui sont défiscalisés à 60%, chose que ne peut absolument pas faire un commerçant qui, lui, a un intérêt commercial et financier, ce qui n'est absolument pas notre cas. Donc, et aussi, j'insiste, on est reconnu d'intérêt général. Qu'est-ce que c'est être reconnu d'intérêt général? Au-delà de ça, l'intérêt général, c'est ce que notamment doit porter et doit préserver normalement le gouvernement, l'État. L'État doit protéger l'intérêt général, c'est-à-dire doit protéger la population, doit faire en sorte, et notamment dans des enjeux de santé publique. Et donc, la santé publique, d'ailleurs, a été reconnue à de nombreuses reprises dans des décisions de justice comme passant au-dessus, comme étant un principe supérieur à la liberté d'entreprendre. C'est-à-dire, quand on est commerçant, on ne peut pas vendre tout et n'importe quoi si ça met en jeu la santé des populations. C'est ça l'intérêt général. On fait primer l'intérêt général. Donc nous, Contre-Feu, on est une ONG qui voulons faire primer cet intérêt général, notamment de santé des populations et de l'environnement d'ailleurs, qui est en jeu, vis-à-vis de la vente des produits de la nicotine, qui, je précise, vendent de la nicotine. La nicotine est reconnue comme étant une substance toxique dans le code de la santé publique. Donc, elle ne devrait être normalement commercialisée. Pardon, ça a coupé 2 secondes, tu disais que ça aurait dû être commercialisé dans? En fait, si aujourd'hui le tabac devait être commercialisé, s'il était question de le commercialiser, il serait évidemment interdit. C'est parce que il y a eu cette apparition vraiment maintenant très ancienne de la vente des produits du tabac dès le XVIe siècle en France, qu'on est arrivé à l'absurdité d'avoir un commerce autorisé des produits du tabac en France sous cette forme industrialisée. Et c'est pour ça que le commerce de l'addiction à la nicotine n'a pas de sens et met en danger les populations. Et nous, quand on lutte contre ce marché de l'addiction à la nicotine, c'est en cela qu'on est en faveur de la protection des populations et de l'environnement et que donc on représente l'intérêt général. Et c'est un intérêt particulier, la somme des intérêts particuliers ne sont pas l'intérêt général nécessairement. Là, l'intérêt général, c'est vraiment dans une dimension de protection. Et c'est pour ça qu'on n'a rien à voir avec un lobby. On n'est pas un énième lobby qui défendrait un point de vue différent. On est un contre-lobby qui défend l'intérêt général et la protection de la population et de l'environnement. Et c'est en ça que la perspective est complètement différente. Sur cette question, je me permets de rebondir encore là-dessus. Je suis désolé, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur ces questions, mais dans le chat, il y a quand même beaucoup de professionnels de la vape, comme tu l'imagines. Dans ce cas-là, pourquoi pas bosser avec eux, justement, pour aller dans le bon sens? Ouais, je relais les questions. Alors oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, c'était très drôle. En 2021, je crois, on a reçu un courrier de Philip Morris, donc Philip Morris, je dis, qui est le leader, le géant du tabac, qui vend des Marlboro, qui nous a écrit une lettre en disant que grâce à la vente de leurs nouveaux produits, dont les cigarettes électroniques, ils étaient des acteurs de santé publique eux aussi, et ils nous ont proposé de travailler main dans la main avec eux, parce qu'ils pensaient que justement nous pouvions nous aussi nous associer pour, dans une lutte commune, travailler ensemble. Et donc, comme je l'ai expliqué juste avant, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas, ces associations entre filières commerçantes et ONG? Parce que, encore une fois, on défend pas du tout la même chose. Eux, ils défendent un intérêt particulier, qui est la vente des produits du vapotage. C'est légal et ils ont le droit de le faire pour l'instant.
Et nous, on défend l'intérêt général, qui est la protection des populations vis-à-vis du marché de l'addiction à la nicotine. Et c'est deux intérêts complètement irréconciliables. On ne peut pas travailler ensemble. Ce n'est pas possible. Donc on le disait, Contrefeu, ça fait longtemps maintenant que vous luttez contre l'industrie du tabac et que vous avez ajouté du coup cette lutte contre la vape, en tout cas contre le ciblage marketing de la vape plutôt que contre la vape, faut être précis. Parmi les grandes victoires de Contrefeu ces dernières années, il y en a une qu'on a déjà évoquée, c'est l'interdiction de la puff jetable. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ça ? On en est très fiers. Ça a été une bataille énorme de 2 ans, ce qui est quand même très court au niveau sur le temps législatif. 2 ans pour faire passer une loi, c'est quand même un petit miracle et c'est triste parce que ça aurait dû passer plus vite, mais on y est arrivé comment grâce à finalement plusieurs choses. Je l'ai expliqué. En fait, on travaille main dans la main avec des médecins, des acteurs de santé publique, et derrière, on a une équipe opérationnelle qui est experte dans chacun des domaines dans lesquels on intervient, la communication, le plaidoyer, les études. Et en fait, ces 3 grands pôles, communication, plaidoyer, études, travaillent ensemble tout le temps. Et quand on a vu se développer justement les cigarettes électroniques jetables et qu'on a donc, on a justement entendu nos médecins membres en disant « mais attendez, là, il y a un truc, c'est n'importe quoi. On voit des collégiens avec ces cigarettes électroniques à la bouche. C'est quand même très addictif. L'addiction à la nicotine chez ces plus jeunes peut vraiment être induite rapidement, notamment à travers ces produits. Qu'est-ce qui se passe ?» Et malheureusement, les institutions de santé publique françaises, elles font un boulot incroyable, mais parfois, elles sont prises dans un temps long. Elles n'ont pas forcément l'agilité que peut avoir une ONG comme Contrefeu pour pouvoir justement aller chercher de la donnée. Et donc là, en 2021, on a réalisé notre première enquête, ou 2022, on a réalisé notre première enquête avec un institut de sondage, Ipsos BVA, pour sonder auprès de 1000 jeunes Français âgés de 13 à 16 ans pour savoir s'ils consommaient ce type de produit, comment ils les percevaient. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait presque 10% des ados à cette époque-là qui déclaraient avoir déjà consommé la puff. Et donc, quand on a vu ça, on a dit, mais là, c'est quand même énorme. Alors qu'il y ait autant d'enfants en fait, qui consomment ce type de produit, notamment au collège. Et donc, on a publié cette information dans la presse qui a fait un effet boule de neige. Il y a eu un véritable emballement médiatique autour de ce sujet, emballement médiatique qui a permis de sensibiliser les décideurs politiques à notre sujet en disant mais il faut absolument interdire les cigarettes électroniques jetables. On a des députés comme Francesca Pasquini qui s'est emparée du sujet. Et progressivement, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que on a un emballement médiatique, une personnalité politique qui veut bien s'engager sur le sujet, alors même qu'il n'y a pas forcément consensus autour de la mesure. Et puis petit à petit, plein d'autres politiques se sont engagés en faveur de l'interdiction de la cigarette électronique jetable, de tout partis horizons différents. Et c'est comme ça qu'on est arrivé finalement à faire passer cette mesure d'interdiction des cigarettes électroniques jetables finalement relativement rapidement. Et aussi grâce à, bien sûr, donc, tous ces politiques qui se sont engagés dans cette cause-là qu'on portait nous depuis le départ, mais aussi grâce à la mobilisation de tous nos membres. C'est-à-dire que nous, on fédère déjà un réseau d'acteurs de terrain, de la société civile qui est aussi entendue, des médias, mais il y a aussi plein d'assauts environnementaux qui ont rejoint notre cause. On avait signé des tribunes tous ensemble, ils ont relayé nos messages sur les réseaux sociaux. Et finalement, cette bataille culturelle dont on parlait tout à l'heure, elle est très importante et passe aussi par la mobilisation des associations comme la nôtre pour faire prendre conscience de l'opinion publique de la nécessité de mettre en œuvre la mesure. Et donc, c'est cet ensemble de choses-là qui a permis de faire en sorte qu'en moins de 2 ans, l'interdiction de la puff voit le jour. Vous avez aussi, il y a eu l'interdiction des sachets de nicotine. T'en as parlé tout à l'heure, vite fait. Ouais, ça c'est une autre victoire très importante et en fait qui va au-delà de l'interdiction des sachets de nicotine. On est très très fiers parce que
Donc, en 2000, donc, notre grosse bataille sur la puff nous a occupé de 2022 à 2025, effectivement, début d'année 25, où la loi a effectivement été promulguée. Et dans le même temps, on s'est rendu compte, c'était assez rapide, là, les 3-4 dernières années, qu'il y avait un effet d'accélération de l'engouement et puis du marketing des industriels de la nicotine autour de nouveaux produits, bien sûr les sachets de nicotine, mais aussi des bonbons à base de nicotine. On a vu de tout et n'importe quoi, même des cure-dents à base de nicotine. Enfin là, on était en train de se rendre compte qu'il y avait vraiment une diversification des produits à base de nicotine qui était en train de voir jour, notamment à travers la vente en ligne. Et là, on s'est dit, en fait, il faut qu'on arrête de courir après chaque produit. C'est-à-dire que l'industrie du tabac et les industriels de la nicotine avaient tout le temps un temps d'avance sur le temps législatif, tout le temps un temps d'avance finalement sur nous. Et ce qu'on a dit, nous, dès le départ, là, en 2024-25, aux décideurs, notamment au ministère de la Santé, c'était qu'il fallait prendre une mesure, une bonne fois pour toutes, qui mette un terme à la vente des produits à base de nicotine à usage oral. Donc, c'est-à-dire, ça revient à demander une interdiction de principe de toute innovation nouvelle de produits à base de la nicotine, autres que produits de sevrage, bien sûr, et qu'il est absolument nécessaire de mettre en œuvre ce type de mesures-là plutôt qu'une énième interdiction ciblée sur le sachet de nicotine lui-même, pour justement faire en sorte qu'on ait une lutte efficace contre l'addiction à la nicotine au global. Et ça s'est fait très vite, en fait. On a été entendu, comme on bénéficie d'une assez grande légitimité, crédibilité auprès de tous ces acteurs de santé publique. On a été entendu et donc ce décret, donc on appelle décret d'interdiction des sachets de nicotine, en fait, est un décret qui interdit à l'avenir la commercialisation de tous les produits à usage oral à base de nicotine. Et donc ça, c'est une très grosse victoire qu'on a obtenue effectivement en septembre 2026. Septembre 2025 du coup, et qui est entrée en vigueur là en avril 2026. Donc ça fait partie effectivement des victoires qu'on a obtenues, mais on a encore de nombreuses batailles à mener. Et notamment sur cette dérive marketing autour de la vape qui font rentrer les plus jeunes dans l'addiction à la nicotine. Et donc là, c'est notre prochain combat, je dirais. Oui, parce que justement en 2017, il y a eu donc le fait de rendre neutres les paquets de cigarettes. On en a parlé tout à l'heure. Là, votre prochain combat, c'est donc de rendre neutres les paquets de vape. C'est ça. C'est vraiment un objectif que l'on a, notamment un des objectifs que nous avons. Mais concernant la vape, il nous paraît extrêmement important de pouvoir mettre en œuvre rapidement ce paquet neutre sur les produits du vapotage pour éviter justement toutes ces dérives marketing délirantes dont on a parlé avec des goûts de bonbons ou même des cigarettes électroniques en forme de biberon. Voilà, clairement, on se dit que ça n'a rien à faire là. Ça semble relever du bon sens au-delà de relever surtout d'un enjeu de protection de santé publique. Et puis, au-delà de cette mise en œuvre du paquet neutre sur les produits du vapotage, il est très important aussi pour nous de limiter le marketing autour des arômes, c'est-à-dire on voit des arômes qui s'appellent fraises glacées, melon givré. Ça fait partie en fait aussi d'une stratégie marketing pour donner envie, et en particulier aux plus jeunes. Et là, nous, on demande aussi une dénomination restrictive de ces arômes. Et puis aussi, une troisième chose qu'on demande, c'est vraiment l'interdiction de vente en ligne de ces cigarettes électroniques, parce qu'on voit qu'il y a des dérives dont on a parlé tout à l'heure qui sont importantes, avec aussi des mineurs qui peuvent avoir accès à ces produits, peut-être de façon plus anonyme et facile encore sur Internet, même si la principale voie d'approvisionnement des mineurs en cigarettes électroniques, statistiquement, ça reste les buralistes en premier lieu. On sait que quand même la vente en ligne pose de nombreux soucis, donc c'est aussi un plaidoyer qu'on porte.
Prochaine étape après ça, c'est un objectif qui est central aussi pour Contre-Feu. Tu l'as évoqué en filigrane, celui d'une génération sans tabac. Alors, ça paraît assez limpide et en même temps très vague. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, une génération sans tabac, au départ, ça désigne un objectif de santé publique du gouvernement qui veut qu'en 2032, on ait moins de 5% de fumeurs chez les jeunes qui auront 18 ans en 2032. Ça, c'est un objectif qui est posé à l'actuel programme national de lutte contre le tabagisme. Et nous, pour nous, une génération sans tabac, c'est entendu au sens plus large, on a d'autres pays qui l'entendent aussi comme nous, c'est le fait de dire, maintenant que nous avons lutté contre cette industrie depuis ces 50 dernières années, qu'on a obtenu de grandes batailles, que les jeunes pratiquement ne fument plus, que l'on connaît tous les méfaits à la fois sur la santé, mais aussi environnementaux, socio-économiques du tabac, on doit se dire qu'une génération sans tabac, c'est le fait de mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à la vente des produits du tabac en France pour toutes les générations à venir. C'est-à-dire concrètement, ce qu'on demande, c'est qu'en 2032, toutes les générations qui auront 18 ans, donc qui sont nées après 2014, eh bien que toutes ces générations ne puissent plus jamais se voir proposer à la vente des produits du tabac. Que ce soit eux, leurs petits-enfants un jour, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que concrètement, ça revient à un assèchement très progressif de la vente des produits du tabac en France. On n'interdit pas la vente des produits du tabac pour toutes les personnes qui seraient déjà tombées malheureusement dans l'addiction au tabac, et pour toutes ces personnes nées après 2014. Là, c'est pas le sujet, hein, on parle pas de prohibition, c'est pas du tout l'enjeu. C'est plutôt de dire, au même titre qu'on a à un moment donné interdit l'amiante parce qu'on savait que c'était une catastrophe sanitaire, et bien là, on se dit, on sait déjà que le tabac depuis longtemps, c'est quelque chose qui n'est absolument pas souhaitable pour notre société. Et donc, progressivement, on met un terme à ce marché. Et donc, c'est ça, une génération sans tabac, concrètement. Et c'est une proposition aujourd'hui de loi qui existe, qui a été déposée par un député avec lequel on travaille. Et c'est une mesure aussi sur laquelle maintenant s'engagent plusieurs ministres qui d'ailleurs se sont battus pour la lutte contre le tabac historiquement, notamment M. Évin, Roselyne Bachelot, Agnès Buzyn et autres soutiennent cette mesure. Et puis, on a aussi de nombreux députés qui la soutiennent et surtout de très nombreux Français qui la soutiennent. On sait qu'il y a 70% des Français qui sont favorables à cette mesure. On a même 9 adolescents sur 10 qui disent vouloir vivre dans un monde sans tabac. Donc aujourd'hui, on sait que la société est prête française. Cette bataille culturelle, finalement, elle a été gagnée contre le tabac. Et donc, on veut finalement transformer cet essai en mesures concrètes qui visent à dire, voilà, demain, en 2032, la vente des produits du tabac, c'est terminé. C'est ça, une génération sans tabac. Et alors, pourquoi 2032 ? Et pourquoi pas avant ? 2032, en fait, c'est un objectif qui a été fixé au départ par le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, dans le cadre d'une stratégie décennale de lutte contre le cancer. Tous les 10 ans, il y a une stratégie contre le cancer qui est formellement proposée par les différents gouvernements. Et là, dans la dernière stratégie, figurait cet objectif qu'en 2032, toutes les générations nées après 2014 soient moins de 5% à fumer. C'est un objectif assez lointain. Pourquoi aussi ? Parce qu'on se dit qu'en termes d'acceptabilité de la mesure, évidemment de ce que ça va signifier pour les buralistes, pour les différents acteurs économiques, qu'il y aura forcément un temps d'adaptation. Et donc, c'est pour ça qu'on se disait que 2032 semblait être un objectif raisonnable et entendable à la fois pour les politiques et les acteurs économiques. Évidemment, nous, on souhaiterait que ça puisse voir le jour plus tôt. On a même l'assurance maladie, la sécurité sociale qui voudrait que cette mesure soit mise en œuvre finalement dès l'année prochaine pour finalement mettre un terme à la vente des produits du tabac pour tous les jeunes générations nées après 2009. Évidemment, nous, le plus tôt sera le mieux. Et on est prêt vraiment à collaborer avec tous les acteurs pour aller dans ce sens-là. Et aussi, ce qui est important à dire, c'est que là, on a beaucoup parlé de la vape, mais qu'en fait, la lutte contre, les dérives de la vape, moi, je l'entends plutôt comme la lutte contre le marché de l'addiction à la nicotine, parce qu'en fait, finalement, la vape, pour nous, n'est pas un sujet en soi. La problématique qu'on a, c'est qu'on a des industriels
qui veulent renouveler leur marché de l'addiction à cette drogue qu'est la nicotine via la vente de produits qui permettent son usage sous d'autres formes. Et donc, cette lutte contre le tabac et cette lutte contre les dérives de la vape vont en réalité ensemble. Et c'est pour ça qu'il serait plus juste même de parler d'un objectif de génération sans nicotine. Et donc, c'est ce vers quoi nous, on veut aller à contre-feu. Et c'est dans cette dynamique qu'on travaille. Oui, et donc 2032, comme tu le disais, c'est pour que ce soit progressif aussi. C'est un gros enjeu, c'est un changement qui est quand même important. Et l'idée, c'est pas de pénaliser tout un pan de l'économie pour ceux qui se soucient de l'économie ou d'aller heurter les gens. L'idée, c'est pas non plus de stigmatiser les fumeurs et les fumeuses, loin de là. Et donc, voilà, on verra comment les choses avancent là-dessus d'un point de vue politique, mais ce qui est sûr, c'est que la France, enfin, c'est loin d'être un truc impossible, puisque il y a d'autres pays qui l'ont mis en place, et notamment très récemment les Britanniques. Le Royaume-Uni, en avril dernier, a réussi à faire passer la mesure haut la main. D'ailleurs, il y a eu une unanimité au Parlement britannique là-dessus, et on ne voit pas pourquoi. Si les Britanniques l'ont fait, pourquoi nous ne le ferions pas? On est prêt à le faire. Et j'insiste sur le fait que ce n'est vraiment pas une mesure de prohibition qui viendrait stigmatiser le fumeur ou quoi. Il ne s'agit pas d'une interdiction de consommer les produits du tabac. C'est vraiment une interdiction qui se focalise sur les vendeurs et les fabricants. C'est une interdiction de vendre ces produits. Et donc, c'est quand même une dynamique qui est complètement différente et importante à rappeler. Et alors, pour ceux qui... parce que, tu vois, on peut tous avoir des préjugés ou autres, ou juste des questionnements. Et moi, c'est vrai que donc je soutiens cette action de contre-feu. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de prêter ma voix à votre ONG. On le rappelle, hein, d'ailleurs, en aparté, pardon, mais... On a annoncé que c'était un partenariat, tout ça. Donc, encore une fois, je suis très transparent. J'ai été rémunéré par Contre-feu, comme d'autres créateurs de contenu d'ailleurs, pour transmettre ces informations et relayer votre parole. Mais tout simplement parce que faire travailler des créateurs de contenu, ça a un coût, hein, parce que derrière, il y a des auteurs, il y a des techniciens qui travaillent pour réaliser les vidéos, les contenus et tout le tralala. Donc c'est important quand même de le souligner. Moi-même, je me posais une question et je me la pose parfois toujours. Quand on dit qu'on veut arrêter de vendre du tabac, se pose la question de se dire, mais est-ce que si le produit est interdit, ça va pas générer un marché noir derrière et que ça va être encore pire parce que les produits seront pas contrôlés, etc. Alors c'est ça qui est important et qui est spécifique dans la lutte contre le tabac, pour le coup. C'est que, contrairement peut-être à l'alcool ou autre, c'est-à-dire que la consommation des produits du tabac n'a pas d'effet, on va dire, spécifiquement euphorisant, n'a pas d'effet particulièrement, je sais pas, psychoactif, très notoire et notable. Et en fait, la consommation de tabac, de manière à l'échelle mondiale d'ailleurs, n'existe que parce qu'il y a eu un procédé d'industrialisation de la fabrication et de la vente des produits du tabac. Ce n'est que parce qu'il existe une industrie qui commercialise à l'échelle mondiale ces produits qu'il y a pu y avoir autant de fumeurs, notamment en France. C'est parce qu'il y a eu donc des campagnes de communication, des partenariats, voilà, et parce qu'il y a aussi un réseau de distributeurs agréés, d'ailleurs par l'État, donc c'est à travers les buralistes. Ce n'est que parce qu'il y a cette filière organisée légale et industrielle qu'il y a à l'échelle populationnelle une épidémie de tabagisme, parce qu'on parle vraiment d'épidémie de tabagisme, une épidémie industrielle. C'est comme ça que l'appelle aussi l'OMS. Et donc, dans le fait donc de mettre un terme à ce marché, et d'ailleurs on l'a dit, les jeunes générations ne fument plus. S'il n'y a plus de fumeurs, il n'y a pas un seul jeune qui va aller à tout prix au milieu de la nuit à 2 heures du matin
aller chercher, je sais pas, au coin de la rue, son paquet de tabac. Si on n'est pas accro au tabac, si on n'est jamais devenu accro au tabac, on ne le sera jamais demain. Donc, s'il n'y a pas de fumeurs, il n'y aura pas de marché noir du tabac. C'est ça qui est très particulier et qui est important à comprendre, en fait. C'est que il n'existe un marché noir, il ne peut exister un marché noir que parce qu'il y a une industrie qui existe et qui a répandu cette addiction qui est la plus parfaite qui soit, puisqu'elle ne génère aucun autre effet que l'addiction elle-même et qui appelle la consommation de ce produit. Et ça, c'est pas le marché noir du tabac qui va pouvoir le faire, puisqu'elle ne bénéficiera pas de réseaux de communication et de voies de communication aussi massives que n'a pu bénéficier l'industrie du tabac. Donc c'est pour cela d'ailleurs que le Royaume-Uni, qui a mené des études économiques, etc., très poussées avant de prendre cette mesure de génération sans tabac, s'est bien rendu compte que en fait les enjeux de commerce, de marché noir qui pourraient émerger au détour du fait de la mise en œuvre d'une génération sans tabac, en fait ça tient pas. Et c'est en fait cette menace-là du marché noir, c'est malheureusement un chiffon rouge qui est agité constamment, historiquement, par l'industrie du tabac pour lutter contre toutes les mesures de lutte contre le tabac, notamment l'augmentation des prix. C'est un classique, c'est une stratégie qu'on retrouve au niveau mondial et c'est d'ailleurs des arguments dans lesquels il ne faut pas, à travers lesquels il ne faut pas se laisser influencer ou dans lesquels il ne faut pas tomber parce que, en fait, ce sont des arguments fallacieux et il n'y a aucune crainte à avoir vis-à-vis d'une soi-disant prétendue explosion du commerce illicite. Alors, tout à l'heure, on a parlé du financement de Contre-Feu et de comment est-ce que vous pouviez financer justement cette équipe et vos actions. Et pourtant, il y a quelques temps, vous avez lancé une campagne d'appel aux dons. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, Contre-Feu, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une association d'intérêt général et qui donc peut recevoir des dons. Et en fait, nous, ce qui est très sensible aujourd'hui, c'est et à la fois une force, mais une grande fragilité, c'est qu'on est financé à 100%, 99,99999%. Le reste, c'est des tout petits dons qu'on reçoit de temps en temps. Mais les 99,999%, ce sont des fonds publics qui nous financent, le ministère de la Santé, la Sécurité sociale, qui nous font confiance pour mener des actions, des campagnes de plaidoyer, de sensibilisation. Le problème, c'est que dans un contexte politique, on espère que ça n'arrivera pas, mais qui pourrait être tout autre un jour, si on se retrouve avec des financements coupés, eh bien, c'est toute la lutte contre le tabac en France associative qui tombe. Et c'est pour cela qu'il nous faut absolument une sécurisation financière de nos actions pour financer ces études qu'on mène, pour financer ces notes de droit, d'avocat qu'on rédige, pour financer ces actions de communication qui permettent de sensibiliser le grand public pour pouvoir continuer à exister indépendamment, le plus indépendamment possible de ces fonds publics qui sont très précieux, mais qui demain peuvent être coupés. On sait qu'on est dans des logiques de restriction budgétaire très importantes. Et peut-être que demain, ça ne durera pas. Et comme on l'a dit aussi tout au long de ce live, notre lutte n'est pas terminée. On serait ravis de mettre demain la clé sous la porte, mais il y a encore un peu de travail. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de dons pour que toutes les personnes peut-être qui se retrouvent dans tous ces enjeux qu'on porte puissent apporter leur petite pierre à l'édifice. Même 1 euro, c'est déjà énorme d'engagement et de soutien. Pour qu'on puisse continuer à financer toutes ces actions et lutter contre cette industrie de la nicotine, ces géants du tabac. C'est vraiment la lutte de David contre Goliath. Et voilà, le moindre soutien, le moindre euro permet de nous aider à lutter contre cette industrie que je qualifie facilement de dégueulasse. Voilà. Écoute, merci en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Bien évidemment, on mettra ce lien vers votre appel aux dons un petit peu partout autour de la rediffusion de ce podcast qui aura lieu sur toutes les plateformes de podcast et puis sur YouTube. Bien évidemment, vous pouvez aussi retrouver un épisode dédié aux 50 ans de lutte contre le tabac au mois d'août 2026 sur ma chaîne YouTube Nota Bene. On a fait quelques vidéos aussi pour les réseaux sociaux. Pour terminer quand
quand même cet entretien sur une note positive. Quel conseil, toi, tu aurais à donner à quelqu'un qui souhaiterait arrêter le tabac ou la vape? Eh bien, je dis juste qu'il n'y a pas une façon, une bonne méthode d'arrêter. C'est chaque approche est personnelle et donc il faut vraiment aussi s'écouter, se faire confiance et surtout se faire aider par un professionnel de santé. Ça peut être son médecin généraliste, ça peut être Tabac Info Service, ça peut être son infirmier, son kiné, qui on veut, en qui on a confiance, avec qui on se sent bien, pour pouvoir se faire aider dans cet arrêt, puisque on sait que arrêter seul, c'est extrêmement difficile. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Et qu'aujourd'hui, il existe plein de substituts nicotiniques, des gommes, des patchs, parfois la vape peut aider, mais plein de moyens de pouvoir arrêter sans subir trop le manque. Et donc, voilà, j'invite vraiment toutes celles et ceux qui veulent sortir de cette addiction terrible par laquelle l'industrie les a fait rentrer. Et ce n'est pas eux qui sont responsables de leur tabagisme. Eh bien, je les encourage vraiment à avoir un professionnel de santé. Puis je leur souhaite surtout tout le meilleur du monde et tout le courage du monde et de se faire aussi entourer par leur entourage, parce que ça compte aussi beaucoup d'avoir le soutien de son entourage quand on essaie d'arrêter de fumer. Et donc, voilà, je leur souhaite tout le meilleur possible et surtout aussi de se faire aider. Ah, je confirme que l'entourage est très important. Tu vois, moi, c'est grâce à ma femme que j'ai arrêté de fumer, grâce à ma femme et à mon ego, parce qu'elle m'a dit, de toute façon, t'es pas capable d'arrêter de fumer. J'ai dit, ah ouais, tu vas voir. Et voilà. Oh, très bien. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voulais rajouter peut-être pour conclure cet entretien? Non, on a parlé de beaucoup de choses et surtout, je voulais te remercier toi, Benjamin, parce qu'effectivement, c'est une collaboration et qui dit collaboration dit beaucoup de travail et je merci de t'engager aux côtés d'associations comme la nôtre, parce que c'est précieux. On a des influenceurs qui sont rémunérés malheureusement pour faire la promotion de ces produits mortifères, mais on a aussi des influenceurs qui sont engagés et courageux. On sait que c'est un sujet qui est politique, qui peut parfois faire peur. Et donc vraiment merci à toi pour t'être engagé, pour tout le travail que tu as fourni à nos côtés. Sur ce, passez tous une très bonne journée et à très bientôt. Salut!